Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Bonjour à tous, retour sur le plateau de TV Finance pour maintenant l'interview de l'un des plus grands économistes de France. Il conseille nos gouvernants, il publie 1 à 2 études économiques par jour. Aucune statistique ne lui échappe et surtout, il nous fait comprendre les paradoxes économiques les plus complexes. Nous sommes avec Patrick Artus, chef économiste de Natixis. Patrick Artus, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Et puis en passant, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage extrêmement intéressant, Discipliner la finance, aux éditions Odile Jacob. Alors, si je peux me permettre, Fabienne, oui, le prochain qui va sortir dans 15 jours s'appelle Austérité salariale. Très bien, vous faites bien de le dire. Difficile de vous suivre, tant Patrick Artus est prolifique et surtout extrêmement pertinent. On le voit dans ce contexte, Patrick, il y a une explosion des déséquilibres financiers. Du coup, on peut franchement se poser la question, quand un retour de la confiance sera possible? Qu'en pensez-vous? C'est une question très importante parce que, pour les marchés financiers bien sûr, puisque les banques centrales ont créé une quantité extraordinaire de monnaie depuis le début de cette crise, et ceci va continuer. Et le retour de la confiance sera un signal qui fera que les investisseurs vont se mettre à utiliser cette monnaie pour racheter des actifs plus risqués. Et d'ailleurs, on peut même s'inquiéter de ce mouvement. Il y a une telle liquidité qui a été mise en place par les banques centrales que le retour de cette liquidité vers d'autres classes d'actifs que la pure monnaie dans laquelle elle est détenue aujourd'hui, c'est-à-dire les actions, les obligations des entreprises, l'immobilier, va sans doute faire remonter considérablement les prix. Donc, bien sûr, les marchés aujourd'hui sont assez déprimés parce que l'aversion au risque est très forte, mais on peut au contraire penser qu'il y aura des bulles partout une fois que la confiance sera revenue. Alors la confiance, évidemment, elle dépend de facteurs sanitaires que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que ce virus va s'éteindre tout seul? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on aura rapidement des médicaments? Donc ça, c'est des choses qui sont peu maîtrisables. Et elle dépend aussi de la capacité des États à éviter une hausse continuelle du chômage après la fin de la crise sanitaire. Puisqu'en réalité, on a porté à bout de bras les entreprises par des mesures que vous connaissez, des crédits garantis par les États, des subventions sectorielles, le chômage partiel. Donc les faillites aujourd'hui, il y en a, mais enfin il y en a un nombre très petit par rapport, on perd 10 points de PIB, donc on devrait avoir une montagne de faillites qu'on n'a pas. Ouais. Et le risque, c'est que ça soit insidieux, que ça commence après à la rentrée, après l'été, et qu'on commence à avoir des entreprises qui ne résistent pas. Elles se seront beaucoup endettées, elles auront perdu du chiffre d'affaires, elles n'arriveront pas à reprendre une vie normale. Et donc il faut que les États, et on sait que la plupart des gouvernements y réfléchissent, soutiennent intelligemment les entreprises et soutiennent les créations d'emplois. Et en particulier soutiennent la création d'emplois pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail pendant cet été. Et il faut absolument une mesure très forte emploi, parce que sinon, même si on a de bonnes nouvelles sur le front sanitaire, si on voit le chômage qui continue à monter, il n'y aura pas de retour à la confiance. Et à l'inverse, je l'ai dit avant, si le jour où il y a un retour à la confiance, on peut avoir des choses extrêmement violentes, puisque les banques centrales vont avoir créé des milliers de milliards d'euros de liquidités qui pour l'instant n'est pas utilisée autrement qu'être stockée sous forme de liquidité. C'est vrai que on parle de création monétaire, ça fait partie des notions qui font florès ces dernières semaines, et en même temps ces mécanismes économiques, je me demande s'il serait pas temps un petit peu de les expliquer, parce que parfois il y a des abus de langage, que ce soit le concept d'hélicoptère monnaie, ou bien le lien entre création monétaire, inflation des prix, et même le concept de récession. C'est pas si évident que ça finalement. Oui, alors deux choses importantes ici. Effectivement, pour bien centrer le débat, il faut absolument qu'on soit capable de comprendre clairement les mécanismes. Premier mécanisme important,
la monétisation des dettes publiques, ce que font les banques centrales, et il faut comprendre que c'est de l'hélicoptère-monnaie. Quand l'État français finance le chômage partiel, il émet une obligation, cette obligation est immédiatement achetée par la Banque de France, en fait, qui agit pour le compte de la BCE, et est remplacée par de la monnaie. Donc tout se passe exactement comme si la Banque de France donnait de la monnaie aux personnes qui sont en chômage partiel. Et donc, ceci, c'est bien de l'hélicoptère-monnaie. Donc on est en hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire de la création monétaire qui est ciblée sur un certain nombre de dépenses et de transferts de revenus utiles. Il faut aussi comprendre que quand une banque centrale achète une dette publique, si elle s'engage à ne jamais la revendre, cette dette publique, en réalité, est annulée. Elle est gratuite, il faut se rappeler que les banques centrales rendent leur profit aux États, donc rendent aux États les intérêts sur les dettes qu'elles reçoivent, et puis si elles ne la remettent jamais sur le marché, cette dette ne sera jamais remboursée. Donc une dette qui n'est jamais remboursée et qui est gratuite, elle n'existe pas. Donc la vraie dette publique, c'est celle qui n'est pas détenue par les banques centrales. Et puis, il faut comprendre aussi les notions de récession par l'offre et la demande, Fabienne, vous le mentionnez. Nous allons sans doute passer d'une récession par l'offre. Aujourd'hui, la chute du PIB, à peu près 9% probablement en France ou en Europe, c'est simplement qu'on ne peut pas travailler. Donc c'est un problème d'offre, c'est que les salariés ne vont pas au travail. On aura une transition progressive probablement vers un problème de demande, où le problème sera que les entreprises n'investissent pas beaucoup, que les consommateurs ne sont pas très dynamiques, que le commerce mondial ne repart pas. Et pour l'instant, on est dans une crise de l'offre. Et après, on va transiter dans une crise de la demande, ce qui évidemment rend la gestion de la politique économique assez compliquée. Alors, on parlait de chômage en préambule, et puis vous rappelez que la plupart des Français ne travaillent pas en ce moment. Alors du coup, la notion de productivité et même son évolution, à quoi peut-on s'attendre dans ce contexte ? Alors c'est un débat qui est arrivé depuis quelques jours, c'est assez récent. On a beaucoup discuté en fait la faiblesse des entreprises qui sont beaucoup plus endettées. On a beaucoup discuté le risque, comme on le voit en Chine par exemple, que les ménages soient pas très dynamiques. Vous savez que la consommation des ménages en Chine, elle ne retrouve absolument pas son niveau d'avant la crise. Donc on a beaucoup discuté ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le risque d'une faiblesse de la demande qui continuerait après cette crise. On s'aperçoit aujourd'hui, en parlant avec les différents secteurs d'activité, que dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de secteurs, les nouvelles normes sanitaires qui ont été mises en place par tous les gouvernements dans le monde, en fait, vont produire un fort recul de la productivité. Il faut distancier les salariés, il faut désinfecter les locaux, il faut que les salariés changent de masque, se lavent les mains, etc. Et il faut prendre leur température quand ils arrivent. Il faut faire des circulations dans les entreprises ou sur les chantiers pour que les gens ne se croisent pas. On commence à avoir quelques estimations de ce que ça va faire sur la productivité. Suivant les secteurs, on a des baisses de productivité qui vont de 10% à, le cas extrême, apparemment l'industrie du cinéma, les tournages de films, 30%. Et bien sûr, une entreprise qui perd de la productivité, alors que les salaires elle va avoir une incitation forte à monter ses prix. Et on commence à avoir des indications anecdotiques, c'est juste quelques cas, mais on sait par exemple dans le bâtiment, dans la construction, il y a une évaluation assez sérieuse qui circule que le coût de construction d'un logement va augmenter de 8 à 10%. On aura 10% de hausse des prix du mètre carré neuf, fabriqué, livré. Les coiffeurs, vous avez vu, c'est peut-être 5 ou 10% d'augmentation des prix pour aller chez le coiffeur, etc. etc. Le président d'une grande compagnie aérienne qui a dit que s'il pouvait vendre un siège sur deux, il doublerait le prix de ses billets. Donc on va avoir un choc de productivité négatif tant qu'on n'a pas de vaccin, tant qu'on ne peut pas soigner cette maladie. Alors c'est combien de temps? Personne n'en sait rien, 6 mois, 1 an. Et qui va se transformer en un choc inflationniste. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les scénarios, ce que les marchés n'attendent pas. Regardez, les anticipations d'inflation sur les marchés, elles sont extraordinairement basses, parce qu'on est dans la vision de la récession. Mais l'année prochaine, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup d'inflation. Donc, il faut que les investisseurs et les épargnants commencent à s'intéresser à cette question de l'inflation. Alors, il y a déjà des débats entre économistes, la situation est déjà compliquée, mais voilà que le juridique s'est inséré dans le contexte avec, on a vu des appels à la cour de Karlsruhe avec ces débats entre la Banque centrale allemande, la BCE. Quel regard portez-vous là-dessus? Alors, deux choses. C'est assez révélateur de la perception politique en Allemagne de la politique monétaire. Les Allemands, collectivement, ne supportent pas l'idée de monétisation des dettes publiques pour un argument qui est sérieux. C'est pas qu'ils détestent la monnaie, ça c'est superficiel.
c'est qu'ils pensent que c'est une solution de facilité qui va permettre aux pays du sud de l'Europe de ne pas mettre en place des réformes pour redresser leur croissance, redresser leur productivité et avoir davantage de recettes fiscales qui permettraient de réduire les déficits publics. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle, nous économistes, un aléa de moralité, c'est-à-dire qu'en fait, la BCE assure tous les pays européens contre le risque de problèmes avec leurs finances publiques, ce qui crée une incitation à ne pas réformer et à ne pas améliorer ses finances publiques. C'est ça le sujet allemand, et honnêtement, c'est un sujet sérieux. Enfin, c'est un sujet sérieux. Alors, il y a un second sujet allemand qui est, lui, pas sérieux, enfin, qui est sérieux en Allemagne, c'est que les Allemands sont très pénalisés par les taux d'intérêt très bas, parce que c'est le pays prêteur. Nous, on est des emprunteurs, donc on adore les taux d'intérêt très bas. Les Allemands, ils prêtent, y compris aux autres Européens. Donc là, si vous êtes le prêteur, vous n'êtes pas content. Et ça, il faut l'admettre. Enfin, ça, ils peuvent protester, mais cette protestation n'est pas audible, parce que dans une union monétaire, il y a toujours des pays où les taux d'intérêt sont trop bas. Mais le vrai sujet, et ils ont raison, c'est d'attirer l'attention sur le risque d'aléa de moralité. Donc il faut que la BCE continue à éviter une crise des dettes, mais il faut le faire avec une supervision qui fait que ça n'incite pas les pays à ne rien faire pour améliorer leur économie. Très bien. Tant que l'activité économique est faible, on a l'impression que les gouvernements sont pris en tenaille entre les déficits publics massifs et les monétisations de ces déficits. Situation compliquée pendant un long moment encore, hein. La question, si vous voulez faire un scénario très noir, et à nouveau c'est un scénario pour l'instant de type alternatif, mais revenez sur ce que j'ai dit avant sur l'inflation. Chute de la productivité dans beaucoup de secteurs d'activité, donc hausse des coûts et donc entreprises qui montent leurs prix. Donc vous avez de l'inflation. En 3% d'inflation en 2021, moi je ne serais pas du tout surpris qu'on ait 3% d'inflation en 2021. Et là-dessus vous rajoutez Karlsruhe. Alors, tant qu'il n'y a pas d'inflation, la BCE peut être d'une hypocrisie totale. Elle peut dire, mais vous plaisantez, on n'est pas du tout en train de monétiser les dettes publiques, on est juste en train de ramener l'inflation vers 2%. Et tant qu'on a 1,2, et là cette année ça va être beaucoup moins que ça d'inflation, avant la crise on avait 1,2, 1,3, la BCE peut dire, mais non, vous voyez bien, ce que nous faisons, c'est ramener l'inflation vers 2%, on ne peut rien nous reprocher. Si l'inflation passe au-dessus de 2%, alors il deviendra impossible de monétiser les dettes publiques. Donc le scénario terrible pour la zone euro, c'est le mélange de Karlsruhe et du retour de l'inflation. C'est vrai. Merci infiniment, Patrick Artus. C'est un plaisir d'avoir le chef économiste de Natixis. On a l'impression de tout comprendre avec lui. Pourtant, la situation est compliquée et ça fait monter le CAC 40 à la Bourse de Paris, plus 0,53% sur le CAC 40. On retrouve tout de suite la suite de nos émissions. Merci encore, Patrick Artus.